Bien, notre troisième module consacré à la GPEC comme levier de performance de l'entreprise va donc être consacré aux compétences au service de la performance. Donc, on va voir les aspects qui sont plutôt relatifs à tout ce qui concerne la gestion des compétences, le management des talents, donc tout ce qui tourne finalement autour de la professionnalisation du personnel des entreprises de la filière au bois. Alors, on va passer à la slide suivante. Et donc, juste après, donc, aux objectifs de formation. Donc, toujours les mêmes objectifs généraux de formation pour l'ensemble du cycle. Sensibiliser et mobiliser les chefs d'entreprise DG sur l'importance de la GRH et de la GPEC pour le développement de leur entreprise, c'est-à-dire à la fois la démarche de GPEC, les méthodes, les outils, et puis pour le projet ADEFAC particulièrement, bien mobiliser l'ensemble des directions générales, chefs d'entreprise autour des questions RH, GPEC et formation pour justement aider à l'identification des besoins en compétences pour le développement de l'offre de formation professionnelle. Alors, quels sont les objectifs particuliers de ce module 3? Tout d'abord, identifier les liens entre le management des compétences et la performance globale de l'entreprise, comment en gros ces deux notions interagissent, compétences et performance. Ensuite, comprendre comment la GPEC interagit avec le plan de formation de l'entreprise. Également, maîtriser la notion de compétence clé. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence clé? Et enfin, savoir exploiter un référentiel de compétences qui est un outil central en termes de GPEC. Alors, on va passer à la première partie. Donc, la GPEC, le développement des compétences, c'est donc un lien naturel et essentiel entre les deux notions, gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences d'une part, et développement des compétences. Alors, avant d'aller plus loin, on va commencer déjà par définir les termes du sujet. On va donc voir ça à la slide suivante. Alors, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, comme je l'ai souvent rappelé à chaque webinaire, c'est une démarche et une méthode pour adapter à court et moyen terme les effectifs, les emplois et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement économique, technologique, social et juridique. En d'autres termes, c'est la technique RH qui permet de gérer les emplois, les effectifs et les compétences en fonction des évolutions auxquelles l'entreprise est confrontée. Alors, qu'entend-on par développement des compétences? Alors, tout d'abord, le développement des compétences, il faut le voir à la fois comme un objectif et comme un levier ou un moyen de la GPEC. C'est un objectif parce que la plupart des entreprises qui lancent des démarches de GPEC, en général, poursuivent des objectifs autour du renforcement de nos compétences. Ça peut être l'adaptation au poste de travail, les mises à niveau, ça peut être la formation métier, et ça peut être l'acquisition de nouvelles qualifications. Donc, clairement, la formation ou le développement des compétences, c'est un objectif assigné à la GPEC. Mais on pourrait dire également que le développement des compétences, c'est également un levier de la GPEC parce que lorsqu'on fait de la GPEC pour, par exemple, redéployer du personnel, s'adapter aux évolutions de l'environnement, eh bien, on va agir sur plusieurs leviers qui peuvent être la mobilité, qui peuvent être le recrutement, mais qui peuvent être également le développement des compétences via notamment le plan de formation. Donc, le développement des compétences est à la fois un objectif et un levier de la GPEC. On va passer à la slide suivante. Alors, quand on parle de compétences, de quoi parle-t-on? Alors, tout d'abord, les compétences correspondent à des capacités d'action qui sont efficaces dans le cadre de situations professionnelles. Alors, vous connaissez très probablement les normes AFNOR qui permettent de définir très précisément un certain nombre de concepts qui sont utilisés dans les démarches qualité. Et donc, quand on s'intéresse à la compétence au titre des normes AFNOR, on voit que la compétence est définie comme la capacité à mettre en œuvre des connaissances, des savoir-faire et des comportements adaptés en situation d'exécution. Alors,
on voit tout de suite que dans l'absolu, une compétence est toujours une combinaison de plusieurs types de ressources. Ce sont à la fois des connaissances théoriques, des savoir-faire opérationnels relatifs à des méthodes, à des techniques, et puis ce sont aussi des comportements, des qualités qu'on peut avoir, des qualités relationnelles également. Donc une compétence, quelle que soit la compétence que l'on prend, on voit qu'elle est toujours la résultante de plusieurs ressources, on va utiliser ce terme, qui sont à la fois de la théorie, du savoir-faire en pratique et du comportement. Alors, par souci de simplicité, on classe habituellement les compétences en appliquant la typologie suivante, savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est la typologie la plus courante, ce qui fait que dans l'ensemble des démarches liées aux fiches de poste ou aux fiches métiers, on utilise ces trois termes, les savoirs qui sont plutôt relatifs aux connaissances que l'on apprend en général avant d'arriver dans l'entreprise. On peut les apprendre pendant, bien sûr, mais très souvent, c'est durant la formation initiale. Ensuite, ce sont les savoir-faire, c'est-à-dire des compétences opérationnelles. Et puis, les savoir-être vont être des qualités, des aptitudes qui ont plus trait à la personnalité, aux capacités relationnelles. Donc, c'est ça qu'on va appeler les savoir-être. Alors, on va passer à la Oui, slide. oui, Oui, aussi je peux parce que compris. justement Thierry, il nous a expliqué un peu aussi de nos erreurs que nous avions fait dans la fiche métier compétences que vous aviez reçue. Oui. Par exemple, nous, pour un manager, nous avions mis, et peut-être c'est encore là-dedans, savoir, pour un manager, on avait dit savoir tenir une réunion. Et donc Thierry nous a expliqué, non, c'est pas exactement ça. Il faut subdiviser ça. Par exemple, quelqu'un qui sait tenir une réunion, son savoir-être, c'est qu'il sait écouter. Son savoir, c'est qu'il sait établir un agenda de réunion. Et savoir-faire, c'est qu'il il sait maîtriser les paroles des uns et des autres. C'est un peu ça, hein? Oui, tout à fait. Vous vous Ouais. souvenez parfaitement, effectivement. Je prends cet exemple, je prends souvent cet exemple en formation parce qu'il est très parlant. Effectivement, quand un manager anime une réunion, en réalité, la compétence d'animation de réunion s'appuie sur plusieurs capacités. Il y a des capacités qui sont plus de l'ordre du savoir-faire, par exemple, maîtriser le fil conducteur d'une réunion, maîtriser tout simplement l'utilisation du vidéoprojecteur, maîtriser l'utilisation des outils de la réunion, le paperboard, etc. Maîtriser les techniques pour rédiger un compte-rendu de réunion ou une invitation à une réunion. Tout ça, ce n'est pas du savoir-être, c'est plutôt du savoir-faire. Et dans le savoir-être, bien sûr, il y a la capacité d'écoute, la capacité à s'exprimer en public. Vous avez tout à fait raison. Donc, en réalité, une compétence est toujours la combinaison de plusieurs choses. Mais il est vrai que dans les référentiels de compétences des entreprises et dans les fiches métiers, si on devait être toujours aussi rigoureux pour écrire toutes les compétences, ça deviendrait vite très compliqué parce que ça voudrait dire que pour chaque compétence, on serait obligé de la décortiquer et de dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est pour ça que j'ai mentionné dans le support que nous voyons à l'instant, par souci de simplicité, eh bien, on va dire que les compétences, on les classe en trois catégories: savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-être. Alors après, savoir animer une réunion, dans quoi on va le placer? Si on privilégie plutôt le côté méthode, organisation, on va plutôt le mettre dans le savoir-faire. Si on privilégie plutôt le côté relationnel, on va le mettre dans le savoir-être. Mais en réalité, l'animation de réunion, la capacité à animer une réunion, c'est la résultante de plusieurs choses en réalité. Mais quand on réalise une fiche métier, on ne peut pas rentrer à un tel niveau de détail. Et donc, en général, on va passer en revue les compétences en disant, voilà, il y a les connaissances qu'il faut avoir. Par exemple, je ne sais pas, moi, pour quelqu'un qui travaille comme prospecteur, il faut qu'il ait des connaissances, j'imagine, sur la faune, sur la flore, peut-être sur la biologie. Et donc, ça, c'est des savoirs. Il y a des savoir-faire qui vont vraiment être liés au
techniques de prospection. Et puis, il va y avoir aussi des savoir-être qui vont être relatifs au comportement qu'il doit avoir avec les populations autochtones ou avec d'autres personnes avec qui il travaille, parce que c'est un travail d'équipe. Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai mentionné par souci de simplicité, parce qu'en réalité, une compétence, si on veut vraiment l'analyser très finement, elle n'est jamais que du savoir ou que du savoir-être. C'est souvent la réunion de plusieurs choses. Mais c'était effectivement un point très important. Alors, on va voir juste après, à la slide suivante, que ce n'est pas la seule typologie qui existe. Vous voyez qu'à gauche, j'ai repris dans le carré vert savoir, savoir-faire, savoir-être, et vous voyez qu'il existe pour certaines entreprises des découpages un peu plus détaillés. Par exemple, dans le deuxième découpage, vous voyez qu'on rajoute des savoir-faire managériaux, parce que les savoir-faire managériaux, on ne peut pas les mettre que dans le savoir-faire ou que dans le savoir-être. Et puis en plus, ce sont des savoir-faire qui ne vont intéresser que ceux qui ont des responsabilités en management. Donc, c'est une catégorie de compétences qui peut être rajoutée. On voit que dans le troisième bloc, j'ai ajouté les savoirs d'environnement. Alors, les savoirs d'environnement, ce sont des savoirs qu'on n'apprend pas trop sur les bancs de l'école ou de la faculté ou de l'université. Les savoirs d'environnement, ce sont des savoirs qui sont vraiment interne à un secteur d'activité et qu'on apprend une fois qu'on est dans l'entreprise. Par exemple, connaître un peu la palette des prestataires d'une entreprise, ça fait partie des savoirs d'environnement. Par exemple, dans votre cas, Jacqueline, du point de vue de la TIBT, vous avez une kyrielle de partenaires et d'acteurs qui interagissent avec vous. Ça, pour bien faire votre travail, c'est un savoir nécessaire, mais ce n'est pas un savoir classique qu'on apprend forcément en formation initiale, c'est plus un savoir qu'on acquiert sur le terrain par la connaissance justement des différents partenaires. Donc parfois, vous avez des entreprises qui jugent bon de rajouter une catégorie qu'ils vont appeler savoir d'environnement. Et puis, vous voyez qu'il y a une dernière catégorisation que j'ai mentionnée, où là, on distingue plutôt dans les savoir-faire tout ce qui est savoir-faire métier et tout ce qui est savoir-faire transversaux. Alors, je vais prendre un exemple. Un savoir-faire transversal, c'est un savoir-faire qui n'est pas propre à un métier. Par exemple, conduire un projet, élaborer un budget, ça peut être des savoir-faire partagés par des métiers très différents. C'est pour ça qu'on appelle ça un savoir-faire transversal. Alors qu'un savoir-faire métier, ça va vraiment être un savoir-faire lié à un métier en particulier. Donc, savoir effectivement effectuer une coupe de bois d'une certaine manière ou savoir élaborer le plan de formation, ça, ce sont des savoir-faire métiers. C'est une autre catégorisation possible. Donc, je voulais surtout que vous reteniez que la catégorisation ou la typologie savoir, savoir-faire, savoir-être, c'est la plus communément utilisée, c'est la plus simple, mais ce n'est pas la seule qui existe. Et que donc, si vous faites des fiches de poste ou des fiches métiers, vous pouvez peut-être élargir un peu cette typologie en rajoutant des catégories. Je pense que notamment la catégorie des savoir-faire managériaux est très importante parce que ce sont des compétences très utiles, évidemment, dans une entreprise. Voilà, alors évidemment, pour l'ensemble des participants, participantes, n'hésitez pas évidemment à m'interrompre et à poser des questions hein, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui est dit ou avoir des explications plus détaillées. Alors, qu'entend-on par développement des compétences? C'est donc l'ensemble des démarches et des outils qui concourent à la formation du personnel. Alors, attention au fait que cette notion de formation doit s'entendre de manière très large. Il ne s'agit pas simplement des stages de formation classiques. Il faut inclure dans le développement des compétences tout ce qui concerne également le coaching, le tutorat, les groupes apprenants. Alors les groupes apprenants, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très répandu dans les entreprises forestières. Ça s'est beaucoup développé dans les entreprises de services. Les groupes apprenants, ce sont des groupes où en fait, il n'y a pas un formateur qui détient le savoir et qui le transmet aux stagiaires, mais c'est plutôt des groupes qui sont animés
par un professionnel qui peut être interne ou externe et qui vont partager de manière très structurée des savoirs ou des procédures de façon à ce qu'elles soient apprises par un nombre plus grand de personnes. C'est ce qu'on appelle des groupes apprenants. On appelle ça également des communautés apprenantes. C'est des formats de formation très intéressants. Donc, et donc, on voit que la formation, ça n'est pas que des stages de formation tels qu'on les conçoit habituellement. Ça peut être aussi le travail en binôme qui peut aussi permettre la transmission de compétences. Alors, si le plan de formation est un pilier essentiel du développement des compétences, donc il ne résume pas à lui seul toutes les démarches de développement possibles. Et si vous faites vraiment l'inventaire de tout ce dont vous disposez dans l'entreprise, il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas des stages de formation au sens habituel du terme. Alors, Dora est intervenue, oui. Justement, ce que je voulais dire. Dora a posé une question. Elle a écrit: la compétence est souvent confondue avec l'expérience professionnelle et c'est de fait qui crée souvent des confusions au sein du fonctionnement de l'entreprise et son organisation. Oui, c'est vrai. Alors, l'expérience permet d'acquérir des compétences, mais les deux notions sont bien différentes. Et d'ailleurs, dans une fiche de poste ou dans une fiche d'emploi, vous avez normalement deux rubriques différentes qui sont réservées d'une part à l'expérience et d'autre part aux compétences. Dans une fiche de poste ou dans une fiche métier, on mentionne le niveau d'expérience dans, en général, les prérequis ou le profil du titulaire du métier ou du poste, c'est-à-dire quels sont les diplômes exigés ou les qualifications exigées et quel est le niveau d'expérience exigé. Ça, on va plutôt le mettre dans les prérequis au métier, alors que les compétences, on va les mettre dans la partie compétences de la fiche de poste. Donc, ce sont deux notions qu'il faut effectivement ne pas mélanger. On peut simplement dire que l'expérience permet normalement de renforcer ou d'acquérir de nouvelles compétences, mais ce n'est pas parce qu'on est expérimenté qu'on est compétent dans tous les domaines, et ce n'est pas parce qu'on est compétent dans beaucoup de domaines qu'on est forcément expérimenté. C'est deux notions distinctes, évidemment. Alors, qu'entend-on maintenant par management des compétences ou management par les compétences? C'est des termes que vous avez déjà beaucoup entendu parler. Alors, ces deux termes renvoient à la place prépondérante que l'on donne aux compétences au sein de l'entreprise et de sa stratégie. Ça veut dire que quand une entreprise parle de management des compétences, ça signifie qu'elle affiche un intérêt très fort pour justement toute la question des compétences dans l'entreprise. Et c'est aussi l'idée que le développement des compétences doit faire l'objet d'un travail spécifique via les managers aussi, et pas simplement de la part des équipes RH. Ça veut dire que pour identifier et analyser des compétences, accompagner les salariés, on doit s'appuyer sur les compétences et pas simplement sur le statut de la personne ou sur son contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un acte administratif, alors que quand on gère les compétences, on gère vraiment les capacités opérationnelles des gens. Donc, c'est une manière de replacer au cœur de l'action des managers tout ce qui concerne les compétences. Et on peut même aller plus loin, parce qu'il y a des entreprises qui font le choix de reconnaître et voire de rétribuer l'acquisition de nouvelles compétences. C'est-à-dire que dans l'évaluation annuelle, une place plus ou moins grande peut être accordée aux compétences détenues par le salarié, et ça peut avoir un impact donc sur son évaluation et donc au final sur son salaire ou éventuellement sur sa progression de carrière. Donc tout ça, ce sont des choix d'entreprise. Il y a des entreprises pour lesquelles la question des compétences est relativement secondaire, malheureusement. Et puis il y a des entreprises qui, au contraire, font un focus important sur la notion de compétences. Et c'est ce qu'on appelle donc le management des compétences ou par les compétences, pour bien montrer l'importance que la notion a au sein du management de l'entreprise. Alors, Jacqueline, je vois qu'il y a une intervention d'Angélique. Oui, mais je crois qu'il a déjà répondu parce qu'il a déjà mis son pouce. Ouais. Ah, d'accord, très bien. Ok, super. Alors, on va passer
à la slide suivante. Donc, comment justement manager les compétences? On a pour l'instant vu les articulations entre, d'une part, la GPEC et d'autre part, les compétences. Et maintenant, on va voir comment on les manage opérationnellement. Alors, on va passer à la page suivante. Alors, pour manager les compétences, il y a une règle de base qui vous paraîtra très naturelle, c'est qu'il faut d'abord les connaître. Manager les compétences, ça veut dire d'abord avoir identifié ou avoir inventorié les compétences. Et les compétences peuvent être identifiées de plusieurs manières. Et là, j'attire votre attention sur les petites différences qu'il y a dans cette notion de compétence, suivant qu'on parle de compétences requises, réellement détenues ou perçues. La compétence requise, c'est la compétence qui est jugée nécessaire pour occuper un poste de travail. Donc, ça veut dire que normalement, dans une fiche de poste ou dans une fiche métier, on met les compétences requises. On ne met pas les compétences strictement observées, on met les compétences requises. La fiche métier, elle fait loi, en quelque sorte. Là, la fiche métier dit ce que le poste ou le métier exige pour bien exercer l'activité. Donc, c'est les compétences requises. Ça ne veut pas dire que le titulaire métier détienne toutes les compétences de la fiche de poste. Dans l'absolu, dans l'idéal, il doit détenir les compétences. Mais souvent, il y a un écart. Donc, c'est pour ça que les compétences réellement détenues par les collaborateurs sont souvent un peu différentes des compétences requises. Elles peuvent être en dessous, elles peuvent être en dessus, ou elles peuvent être variables suivant les domaines de compétences. Et puis, il y a un troisième il y a une troisième façon d'aborder les compétences qui peut un peu constituer un piège, c'est les compétences perçues par ces mêmes collaborateurs, voire même par le manager, parce que la compétence perçue n'est pas toujours la compétence réelle, ni la compétence requise. Un salarié, un collaborateur peut avoir une haute idée de ses compétences qui ne correspondent pas à la vérité. À l'inverse, je connais beaucoup de gens qui sous-estiment leurs compétences et qui ont tendance à les dégrader par rapport à la réalité. Et il faut faire très attention, notamment quand on fait des autodiagnostics de compétences, il faut faire attention à ces jugements parce que ces jugements peuvent être soit dévalorisants ou au contraire survaloriser le collaborateur. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que quand on veut faire une mesure des compétences, il est bon de s'appuyer sur plusieurs outils. Il ne faut pas se fier uniquement à de l'autodiagnostic de compétences parce que très souvent, on arrive à des résultats qui peuvent être un peu tronqués. Alors, Angélique avait fait une remarque ou posé une question, je n'ai pas eu le temps de la lire en totalité. Jacqueline, oui. Oui, elle dit, Thierry, doit-on comprendre que la formation est inhérente au développement des compétences? Quand nous remarquons aussi que dans certaines structures, la formation n'est pas souvent prônée, ce qui empêche aux employés d'approfondir ou d'améliorer leur savoir. Oui, alors la formation, comme je le dis, oui, pardon, je crois que la remarque était peut-être de Dora, je ne sais plus. En Oui. fait, si vous voulez, le plan de formation tel qu'il doit être réalisé dans une entreprise digne de ce nom, ça fait partie essentielle ça fait partie vraiment intégrante du développement des compétences. Ce que je dis simplement, c'est que le développement des compétences ne s'arrête pas au plan de formation. Il y a d'autres moyens, effectivement, complémentaires, de dispenser des compétences dans l'entreprise. Je les ai cités, ça peut être le tutorat, le coaching, le travail en binôme, les groupes apprenants ou les communautés apprenantes, ça peut être l'auto-formation, ça peut être des formations en distanciel, etc., etc. Mais il n'en reste pas moins que le plan de formation est quand même un pilier essentiel du développement des compétences. Alors, effectivement, c'est parfois un parent pauvre dans les entreprises. Et là, je ne pourrais que rappeler des chiffres qui montrent bien la réalité des choses. Quand on regarde les leaders mondiaux dans leurs différents secteurs d'activité, on s'aperçoit qu'il y a toujours une corrélation entre le niveau de formation en interne et les résultats de l'entreprise.
Prenez un secteur très concurrentiel comme l'industrie automobile. Toyota est en tête, pas simplement sur le continent africain, mais dans le monde entier. Toyota est en tête et Toyota est un des plus gros consommateurs de formation puisqu'ils ont un effort de formation qui frôle les 8 ou 9% de leur masse salariale. Ça veut dire que le groupe Toyota, chaque année, dépense l'équivalent de 9% de sa masse salariale en formation. C'est dire l'importance qu'a la formation dans cette entreprise. Et si vous prenez tous les leaders des différents secteurs d'activité dans le monde, vous verrez que très souvent, la formation, elle est quand même, sinon sacralisée, en tout cas, elle est vue comme un sujet important, stratégique, avec très souvent des outils innovants, des universités d'entreprise, des écoles internes qui permettent de renforcer le potentiel et les capacités des collaborateurs. Donc, oui, il faut vraiment lutter avec les directions générales pour faire de la formation un sujet central et en faire un sujet par lequel passe la performance de l'entreprise. Les coûts qui sont liés à l'insuffisance des formations ne sont pas toujours faciles à chiffrer, mais pourtant ces coûts existent. Ces coûts, ce sont les coûts liés au fait qu'il y a des gens qui partent parce qu'ils ne font pas l'affaire par rapport à leur poste. Il y a des gens qu'il faut recruter en plus. Il y a des délais qui ne sont pas respectés. Il y a des problèmes d'organisation dans l'entreprise parce qu'il y a des gens qui doivent quitter leur poste pour aller aider leurs collègues. Bref, le manque de formation dans une entreprise entraîne toute une série de coûts cachés qui peuvent être très importants. Alors, peut-être qu'il y a des entreprises qui, dans leur secteur, n'ont pas trop besoin de formation. Des entreprises où le niveau de qualification ou les techniques seraient très basiques. Mais même là, il y a normalement un besoin de formation. Et dans les entreprises forestières, qui sont des entreprises où on utilise beaucoup de machines, où les procédures sont quand même très cadrées, où il y a quand même tout un travail qui se fait en interaction avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires et beaucoup d'intervenants, suivant des processus qui sont parfois complexes, où il faut quand même respecter des délais de livraison, eh bien, je crois que la formation doit être normalement un sujet vu comme stratégique dans l'entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais ensuite, comment on peut inventorier ou définir les compétences? On utilise un outil qui s'appelle le référentiel des compétences. Donc, le référentiel des compétences, c'est le document qui répertorie les compétences utiles à l'entreprise et qui précise les niveaux requis pour occuper les différents emplois. Alors, on va voir ça tout de suite à la page suivante. Alors, la boucle vertueuse du management des compétences, c'est quoi? Tout d'abord, c'est définir les compétences requises. C'est donc le référentiel de compétences qu'on va voir aux pages suivantes. Une fois qu'on a ce référentiel des compétences, on a un outil qui va enrichir les capacités d'évaluation des collaborateurs, parce que vous allez pouvoir les évaluer du point de vue des compétences requises et de leurs compétences réelles. Mais encore faut-il pour cela réaliser une évaluation annuelle. Sinon, s'il n'y a pas d'évaluation des collaborateurs pendant l'année, on n'arrive jamais à mesurer ces écarts de compétences. Alors, si on fait donc cette évaluation, on peut donc mesurer les écarts entre les compétences réelles et les compétences requises. Et ça, c'est une analyse qui se fait normalement au niveau du responsable de formation ou de la direction des ressources humaines. Bon, en général, on est dans le périmètre de la DRH. Et une fois qu'on a fait ce travail, on va mettre en œuvre des actions de développement des compétences, c'est-à-dire un plan de formation, voire d'autres types d'actions de développement qui peuvent venir en plus du plan de formation. Et ne pas oublier, évidemment, à la fin du cycle, d'évaluer les compétences avant de réenclencher un nouveau cycle. Ça veut dire qu'il faut penser à faire des évaluations différées sur le poste de travail. Donc, si vous formez par exemple des personnels sur un nouvel équipement, une nouvelle machine ou un nouveau processus,
pensez toujours évidemment à faire une mesure, même sommaire, mais une mesure différée de l'acquisition des compétences sur le poste de travail pour être certain que la formation a réellement porté. Donc ça, c'est vraiment la boucle idéale. Alors évidemment, on ne le fait pas pour toutes les actions de formation. Évidemment, il y a plein d'actions qui malheureusement sont réalisées de manière beaucoup plus directe et basique. Mais pour des compétences qui sont jugées importantes pour l'entreprise, ça peut être très intéressant de suivre ce processus à la lettre, c'est-à-dire de partir vraiment de la compétence telle qu'elle est requise, d'évaluer, de mesurer les écarts, de mettre en œuvre les actions de développement des compétences et ensuite d'évaluer les nouvelles compétences acquises. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la boucle vertueuse du management des compétences. Alors, je précise, et c'est d'ailleurs un des points d'articulation avec la GPEC, que ce découpage-là, c'est-à-dire définir les compétences requises, évaluer les collaborateurs, mesurer les écarts, ça entre tout à fait dans le cycle de GPEC tel que je vous l'ai expliqué lors des 2 webinaires précédents. Hein. C'est exactement, c'est tout à fait inclus dans la démarche de GPEC qu'on mène régulièrement pour adapter les emplois, les effectifs et donc les compétences. Donc, on est vraiment là, en plein, dans le domaine de la formation, mais aussi de la gestion des emplois et des compétences. Alors, on peut peut-être passer à la diapo suivante. On va maintenant parler des niveaux de compétences. Alors là, j'ai préparé une diapo qui est un peu détaillée. On va la passer en revue tranquillement. C'est bien beau de parler de compétences et de les définir, mais très souvent, il y a aussi la question du niveau de maîtrise de la compétence. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple d'une compétence qu'on a tous été amenés peut-être les uns et les autres à pratiquer à différents niveaux, savoir conduire un projet. Alors, savoir conduire un projet, il peut y avoir différentes définitions, mais là, je vous propose une définition assez classique, être en capacité de planifier, d'organiser, de déployer, de piloter, d'évaluer un projet en s'appuyant sur des ressources et des compétences transversales dans le respect des objectifs, des moyens et des délais impartis. Ça peut être un très gros projet, ça peut être un petit projet, ça peut être un projet moyen par l'impact, par les niveaux, mais on a toujours ces caractéristiques qui sont de planifier, d'organiser, de savoir qui fait quoi dans le projet, de définir, mettons, un chronogramme et ensuite de piloter, et toujours dans le respect, évidemment, des objectifs qui ont été fixés, rester dans l'enveloppe des moyens financiers notamment, et puis respecter les délais. Alors, vous voyez que savoir conduire un projet, c'est une pratique et une compétence qui peut couvrir de nombreux domaines. La conduite de projet, on en fait, j'imagine, beaucoup à la TIBT, évidemment, puisque c'est, d'ailleurs, on parle du projet à des facs, mais dans les entreprises forestières, il va y avoir aussi des projets qui peuvent concerner les fonctions support, qui peuvent concerner les cœurs de métier liés à l'exploitation du bois ou à la transformation. Donc, des projets, il peut y avoir des projets de toutes sortes, des projets informatiques, des projets organisationnels, des projets qui durent 3 jours, comme des projets qui peuvent durer 3 mois ou 3 ans. Donc, la conduite de projet, c'est une pratique qui couvre de nombreux domaines avec des exigences techniques et méthodologiques qui peuvent être très variées. Donc, si je dis un tel est compétent en conduite de projet ou en gestion de projet, je risque d'être très imprécis dans mon expression, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un qui sait conduire un projet, par exemple, je ne sais pas, par exemple, d'acquisition de nouveaux matériels dans une entreprise? Ça peut être un projet d'acquisition de nouveaux matériels. On va voir des fournisseurs, on compare, et puis on va se lancer dans l'acquisition de nouveaux matériels. Donc, c'est un petit projet. C'est un projet même qui est fait dans le courant on va dire, dans les affaires courantes de l'entreprise. Et puis, vous pouvez conduire un grand projet dans lequel tout le système informatique de l'entreprise va être modifié. On va faire appel à de nouveaux logiciels, on va changer complètement la configuration des postes de travail, on va avoir des nouveaux processus, etc. etc. Bon, vous voyez qu'entre la première version du projet et la deuxième, il y a un très gros écart. Et celui qui sait faire
le projet très simple ou basique ne saura pas forcément faire le projet de très grande ampleur, ou en tout cas, il touchera un peu sa limite de compétence. Donc, on va essayer de déterminer des niveaux. Alors, l'échelle que je vous présente en bas de la diapo, c'est une échelle, comme je vous le rappellerai par la suite, qui est très universelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises utilisent ces 3 ou 4 niveaux. Moi, je vous en ai mis 4. C'est le découpage le plus détaillé, dans lequel on va retrouver le niveau notion. Alors, le niveau notion, ça veut dire, si je l'applique à la conduite de projet, ça veut dire je connais les principes et les bases de la conduite de projet, mais je ne sais pas les appliquer très concrètement. Ça veut dire que je suis un connaisseur de la conduite de projet d'un point de vue théorique, je sais pouvoir en parler, mais je n'en ai pas une pratique réelle. Donc là, on peut dire même d'ailleurs que le niveau notion n'est pas un niveau de compétence réelle, puisqu'on ne sait pas appliquer. On est débutant, si vous voulez, on est débutant sur la notion. Ensuite, il y a le niveau application. Le niveau application, c'est je peux conduire un projet simple, mais en étant supervisé par un supérieur ou un collègue. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer un rôle de chef de projet, mais je ne serai pas entièrement autonome dans mon travail. Il y a des moments où j'aurai besoin de conseils. Il y a des moments où j'aurai besoin d'être aidé. C'est ce qu'on appelle le niveau application. Le niveau maîtrise, ça veut dire que je peux conduire un projet simple ou même complexe, voire très complexe, en toute autonomie. Ça veut dire que je suis pleinement compétent sur la maîtrise de la compétence savoir conduire un projet. Je peux conduire un projet de A à Z et je n'ai pas besoin qu'on m'explique des choses sur la méthode de conduite de projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher des conseils par moment, mais on est autonome dans l'action. Et puis le niveau expertise, ça veut dire que je suis expert en conduite de projet, je connais les techniques les plus avancées, je sais être innovant en conduite de projet et je peux aussi former des collègues, y compris à haut niveau, dans ce domaine. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans une salle de formation avec des managers qui sont très expérimentés, qui ont déjà conduit des projets, mais ils veulent se perfectionner encore. Et moi, je vais être capable de leur apporter une valeur ajoutée. Et là, je suis au niveau expertise. Donc, ces 4 niveaux, vous pouvez les utiliser pour tout type de compétences. Et ils vont vous permettre de situer la compétence suivant le niveau qui est requis par le poste, mais ensuite qui est réellement détenu par le collaborateur. Prenons un exemple. Imaginons que vous estimiez que quand on travaille dans une entreprise forestière, le chef d'exploitation, le responsable de site exploitation, il doit avoir un niveau maîtrise en conduite de projet. On ne lui demande pas d'être ultra expert, mais on lui demande d'être complètement autonome. Eh bien, ça veut dire que dans une fiche de poste, dans une fiche métier, vous allez mettre savoir conduire un projet et vous allez mettre la mention niveau maîtrise ou niveau 3, parce qu'il y a des entreprises qui appliquent plutôt une numérotation. Donc, ils disent 1 pour notion, 2 pour application, 3 maîtrise, 4 expertise. Donc, ça veut dire que dans la fiche métier, vous allez avoir conduite de projet 3, niveau 3. Ça veut dire que si jamais vous avez quelqu'un qui est seulement au niveau application, c'est-à-dire qu'en conduite de projet, on estime qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas la pratique, il n'a pas l'autonomie nécessaire, ça peut être bloquant ou alors ça peut être un axe de progression de ses compétences et on va pouvoir travailler dessus via la formation. Voilà comment les niveaux peuvent aider à la fois sur les compétences requises, mais aussi sur les compétences réelles. Alors, vous allez bien sûr me dire, mais qui est habilité à traiter de tout ça? Qui est habilité à évaluer? Parce que ce n'est pas facile. C'est justement pour ça que là, le travail que vous faites, Jacqueline, au niveau de la TIBT est très précieux parce que vous avez une vision d'ensemble. Et en travaillant avec les entreprises, vous pouvez petit à petit élaborer ce référentiel de compétences dans lequel on dit, pour telle compétence, voilà le niveau qui est recommandé pour bien faire son travail. Alors évidemment, il faut toujours s'appuyer sur des personnes ressources, sur des gens qui sont soit des formateurs très expérimentés ou des gens qui ont une grosse pratique d'un métier pour arriver à déterminer ces niveaux. Mais avant d'aller plus loin, je veux quand même vous rassurer pour vous dire que
ces niveaux de compétences, on ne les utilise pas pour toutes les compétences, parce que là encore, on arriverait à quelque chose qui serait très, très compliqué, très fastidieux. Vous ne pouvez pas, pour toutes les compétences que vous avez inventoriées dans votre entreprise, lister des niveaux. Ça sera un travail de romain, ça sera un travail qui n'en finirait plus. Donc, il faut faire ce travail uniquement sur les compétences clés, c'est-à-dire les compétences dites vraiment importantes, les compétences qui font vraiment la différence. Donc, moi, je pense que dans une entreprise donnée, et on le verra après sur les référentiels de compétences qu'on vous montrera avec Jacqueline, ce travail sur les niveaux, on le fait sur une vingtaine, une trentaine de compétences, mais pas sur toutes. Et si en plus ça peut être centralisé ou si la TIBT joue un rôle un peu facilitant ou un peu un rôle centralisateur, c'est encore mieux parce que vous avez une vision d'ensemble, comme vous l'avez eu d'ailleurs pour les fiches métiers, dont je rappelle qu'elles sont faites vraiment dans les règles de l'art. Donc, ça peut être vraiment une démarche très intéressante à condition d'aller sur les compétences vraiment qui font la différence. Alors, j'ai vu qu'il y avait une remarque ou une question. Hein. Oui, il y a eu une question d'Angélique. Comment assimile-t-on les différents niveaux à des agents qui n'ont pas nécessairement la compétence écrite, de diplôme ou de formation universitaire? Je peux peut-être aider un peu avec ça. Mais je voulais, Oui, allez-y, Jacqueline. Non, non, c'est oui, un peu. Oui. oui, parce qu'Angélique, effectivement, dans les entreprises forestières, n'est-ce pas, on emploie beaucoup de gens dans le village qui n'ont pas suivi une formation et ils sont formés un peu sur le tas. Nous, avec des formations, des modules de formation continue que nous faisons avec le projet, justement, on travaille là-dessus. Donc, on a par exemple certains sujets sur lesquels on peut dire il sait faire ou il ne sait pas faire. Hein, il sait taper un clou dans une planche ou il ne sait pas le faire. Donc, ça, c'est juste oui ou non. Et il y a d'autres compétences pour lesquelles on peut définir des niveaux. Et c'est avec un expert, quelqu'un qui maîtrise le sujet à l'intérieur de l'entreprise ou quelqu'un de l'externe que vous pouvez ensuite évaluer personne par personne par rapport aux compétences clés qu'il doit avoir pour son poste de travail. C'est un peu ça. Hein? Oui, oui, je vous rejoins tout à fait, Ouais. Jacqueline. Je rajouterai juste pour répondre à Angélique que il faut se méfier de ce qui est qualification et surtout diplôme parce que on se rend compte que entre les cours théoriques qu'on peut avoir en formation initiale et la pratique du terrain, il y a souvent des écarts très importants. Je vais vous prendre un exemple qui va vous parler puisque vous travaillez notamment dans les RH. Vous avez certainement vu des jeunes qui sortent de l'université avec un master en GRH. D'ailleurs, c'est pareil qu'on soit au Gabon, en France, en Belgique ou au Cameroun. C'est le même problème. Ils arrivent avec un master RH et vous pourriez être tenté de dire, ah ben là, sur les principaux thèmes RH, il a un niveau maîtrise parce qu'il a fait son master. Mais très souvent, on voit que ça ne résiste pas à la pratique et que quand les gens sont mis en situation de pratique, ils perdent un peu les pédales. Donc ça veut dire, et je rejoins Jacqueline sur ce que vous disiez à l'instant, c'est que quand on parle de ces niveaux de maîtrise, on est vraiment sur les compétences opérationnelles en entreprise. On est vraiment d'ailleurs sur la partie savoir-faire, parce que je m'empresse de préciser que ces catégories, ces niveaux, on ne les utilise pas pour les savoir-être. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire sourire, mais prenons un savoir-être qui serait par exemple savoir faire preuve de confidentialité, avoir le sens de la confidentialité. Ça, c'est quand même très important pour un RH ou pour un assistant ou une assistante de direction qui parfois a des informations sensibles et il ne faut pas que la personne commence à ébruiter certaines choses et à parler à droite et à gauche. Eh bien, avoir le sens de la confidentialité, ce n'est pas une compétence que vous pouvez placer sur des niveaux. Vous ne pouvez pas dire il a des notions sur avoir le sens de la confidentialité. Ça ne veut rien dire. Ou on a le sens de la confidentialité ou on ne l'a pas. Ou on est quelqu'un de très réservé qui fait attention à ce qu'il dit, ou bien on est quelqu'un voilà, qui est un peu moins, en qui on peut avoir un peu moins confiance. Donc les niveaux en fait, que je vous ai mentionnés
dans cette diapo, vous devez les réserver uniquement à des savoir-faire qui sont des savoir-faire importants pour vous. Alors, ça peut être des savoir-faire liés à la maîtrise de certains processus, ça peut être des savoir-faire liés à la maîtrise de certaines machines ou de certains équipements. Et puis, comme vous l'avez dit, Jacqueline, c'est beaucoup aussi lié à l'observation et au fait que des experts ou des personnes ressources peuvent dire il sait faire ou il ne sait pas faire, ou bien il sait faire, mais il ne sait pas faire tout seul, il a besoin d'être supervisé, ou bien il peut le faire de manière tout à fait autonome. C'est pour ça que ce travail sur le référentiel de compétences est un travail toujours assez long à réaliser. Ce n'est pas un travail qu'on fait aussi facilement que certaines fiches de poste, parce que ça nécessite beaucoup de recul sur les compétences. Et donc, c'est en général un travail que l'on fait après avoir réalisé des fiches de poste ou des fiches métiers. Et c'est en général un travail qui prend plusieurs mois avant d'aboutir à un bon référentiel de compétences. Voilà. Oui, et je pense que vous, dans les entreprises, en tout cas moi, lorsque j'ai embauché des gens, lorsque j'ai travaillé dans les entreprises, lors des entretiens avec des candidats pour cette poste-là, j'ai toujours fait de petits tests. Hein. Ah oui, oui, il ne faut pas hésiter. Ouais, 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 ouais. Des tests pour voir ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils savaient faire. Et parfois, j'ai testé même un peu le savoir-être. J'ai testé si c'était précis ou pas, par exemple. C'est facile de... C'est même sympa à faire. Moi, j'aime bien faire des petits tests. Bien sûr, bien sûr. Les tests de personnalité existent depuis longtemps dans les entreprises. Et les tests plus liés aux compétences opérationnelles, ça a tendance à se répandre. Ça peut être des études de cas, ça peut être des mises en situation. Je vais en prendre un qui a vraiment une valeur très universelle et ça peut intéresser tous les RH, qu'on soit dans une entreprise forestière ou pas. Vous recrutez un assistant, une secrétaire ou une assistante de direction et vous voulez vérifier que la personne a vraiment une bonne rigueur et elle a de capacité d'initiative et de l'intuition. On fait ce qu'on appelle un test in basket. Donc le terme est anglophone, test in basket. Donc test dans une sorte de corbeille. Alors, on utilise une corbeille et on met dedans des enveloppes avec des courriers qui sont des courriers fictifs, mais qui sont des courriers représentatifs de l'activité de l'entreprise. Alors, il peut y avoir un courrier qui vient de l'inspection du travail, il peut y avoir un courrier qui vient d'un syndicat, il peut y avoir un courrier qui vient... Il y a une douzaine d'enveloppes. Et la secrétaire, elle a 1 heure pour prioriser le courrier et pour dire ce qu'elle fera. C'est-à-dire, est-ce qu'elle alertera son DG et si oui, sur quel courrier? Qu'est-ce qu'elle va traiter en premier? Vous voyez, c'est un test qui n'est pas très compliqué à monter et qui est très, très utile et très parlant parce qu'on voit vraiment la personne qui doit se débrouiller en situation pratique qui peut être très réaliste parce que ça correspond à des choses qu'une secrétaire peut faire régulièrement, de recevoir des courriers, de les mettre dans le parapheur du DG, et puis il va y avoir des courriers plus importants que d'autres, où des fois il ne faudra pas qu'elle attende et qu'elle appelle peut-être directement son chef. Voilà, donc c'est un test parmi d'autres. J'ai cité celui-là, il est très connu, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent ou qu'on peut créer dans une entreprise pour coller à tel ou tel métier. Voilà, c'était une illustration de ces niveaux de compétences. Alors, on va passer à la planche suivante. Alors, on va arriver bientôt au référentiel de compétences. Alors, l'approche des compétences en 4 niveaux, parfois vous la retrouverez seulement avec 3 niveaux. Il y a des entreprises qui utilisent le niveau notion, maîtrise, expertise, mais ils ne mettent pas le niveau application. Voilà. Après, on peut avoir 3 niveaux, mais moi, je vous recommande plutôt de travailler avec les 4 niveaux. Donc, cette approche nécessite plusieurs conditions. Pour travailler sur des niveaux de compétences, il faut avoir fait un référentiel de compétences. Et pour ensuite évaluer les gens sur leurs compétences détenues, soit vous le faites dans le cadre de l'entretien annuel de performance, c'est-à-dire si un entretien annuel, c'est le bon moment pour faire un travail sur les compétences du collaborateur. Et s'il n'y a pas d'entretien annuel de performance, il faut prévoir d'autres moments. Alors, ça peut être des entretiens compétences qui sont organisés soit avec les managers, soit avec des membres de l'équipe RH pour justement faire tous les ans ou tous les 2 ans des sortes de bilans de compétences pour voir si sur certaines compétences, tous les collaborateurs sont à niveau. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier les auto-évaluations
qui ne sont pas parfaites parce que ce n'est pas toujours très fiable, mais ça peut venir compléter vos évaluations que vous avez pu faire dans d'autres contextes. Alors, si on opte pour une évaluation des compétences dans le cadre de l'entretien annuel mené par le manager, il faut donc que le support d'évaluation soit conforme au référentiel de compétences. Alors, pour bien illustrer ça, je vous ai fait un schéma à la page suivante. Donc, on va passer à la page 14. Voilà. Voilà, soyez bien conscient que vos outils doivent être complètement alignés. Il n'y a rien de pire que des outils qui partent dans tous les sens. Si une compétence est écrite d'une certaine manière dans votre fiche de poste, on doit la retrouver écrite dans la fiche métier ou d'emploi de la même manière. Il ne faut pas qu'on dise un coup savoir communiquer, un autre coup être à l'aise dans les relations humaines. Voilà, il faut toujours utiliser les mêmes termes. Et il faut que ce soit les termes qui sont retenus dans le référentiel de compétences. Et dans le support d'évaluation annuel, s'il y a une rubrique compétences, il faut là encore utiliser le vocabulaire du référentiel de compétences. S'il n'y a pas cet alignement entre les outils, vous risquez des confusions qui peuvent être graves ou qui peuvent tout simplement vous amener un peu à une impasse parce que finalement, vous ne pourrez pas traiter les compétences comme vous le souhaitez. Donc, soyez très rigoureux sur l'écriture des compétences qu'on doit retrouver écrites, rédigées de la même manière, quel que soit l'outil qu'on utilise. Et si d'ailleurs, on le verra à la fin, si vous utilisez un système d'information RH, eh bien, le système d'information RH, lui, il a besoin d'enregistrer des compétences écrites d'une manière très simple et vous devez toujours vous en tenir à cette manière d'écrire les compétences. Alors, on a beaucoup parlé du référentiel de compétences, on a beaucoup évoqué le sujet, mais on ne l'a pas vu véritablement. Et c'est là qu'on va rentrer dans notre dernière partie qui concerne justement l'exploitation du référentiel de compétences. Comment on peut l'exploiter? Alors, avant de voir comment on peut l'exploiter, on veut déjà voir comment est constitué un référentiel de compétences. Alors, on va passer donc à la planche suivante. Alors, on va d'abord dire ce qu'est le référentiel de compétences. C'est un document d'abord distinct du répertoire des emplois ou du répertoire des métiers. Le document qui a été élaboré avec la TIBT, qui reprend finalement toutes les fiches métiers de la filière bois, c'est un document qu'on peut appeler répertoire des métiers, parce que c'est des fiches métiers. Mais ce n'est pas un référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, c'est un document qui ne traite que des compétences. Il ne parle pas des métiers en termes d'activité, de profil requis, etc., etc. Il ne parle avant tout que de compétences. Il répertorie les principales compétences requises pour les différents métiers ou emplois de l'entreprise. Il en propose une définition. Les niveaux de compétences attendus peuvent également être mentionnés. Et en général, comme vous le verrez, on fait toujours un focus sur les compétences principales. Et vous verrez que certains référentiels de compétences se focalisent sur les savoir-faire et les savoir-être principaux. Alors, on va naviguer dans deux documents que je vous ai choisis. On va commencer par le premier, c'est le référentiel de compétences d'une grande banque française et même mondiale qui s'appelle la BNP, BNP Paribas, très grosse banque, plus de 40 000 ou 50 000 collaborateurs, et on va voir leur référentiel de compétences. Alors, on va peut-être élargir l'écran. Je pense que vous pouvez, voilà, si vous pouvez mettre tout l'écran, et vous pouvez encore un peu agrandir le document. Voilà, très bien. Alors, je vous propose qu'on le déroule un petit peu tranquillement et qu'on voit comment il est fabriqué, quel est le contenu. Alors, on va passer peut-être, on ne va pas voir toutes les pages évidemment. On va peut-être, alors, vous voyez que là, il y a un petit sommaire. Alors, on va passer le niveau introduction, ça c'est plutôt de la méthodologie. Alors, vous voyez, ils ont défini 34 compétences comportementales et 9 compétences transversales. Les compétences transversales, c'est des compétences métiers, mais qui sont partagées par tous les métiers. Donc, eux, ils ont fait un focus sur 44 compétences. Vous voyez qu'ils n'ont pas fait toutes les compétences. Ils ont travaillé sur 40 compétences importantes pour eux. Alors, on va en regarder quelques-unes. Si on peut un petit peu avancer dans le document, Jacqueline, on va passer, mettons, alors ça, c'est toujours la partie méthodo. On va passer cette partie rapidement.
toujours. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Vous voyez, vous avez une compétence qui s'appelle, si vous pouvez baisser encore un peu le document, dérouler encore un petit peu plus bas pour qu'on voit capacité à collaborer. Vous voyez que capacité à collaborer, vous l'avez, voilà, on va s'arrêter là, vous avez une définition très précise, et après, ils vous mettent des exemples de la capacité à collaborer. Donc, ça vous permet d'avoir des repères pour ensuite évaluer quelqu'un. Si vous évaluez quelqu'un sur cette capacité à collaborer, il faut encore que vous puissiez prendre appui sur des exemples réels et concrets. Vous ne pouvez pas juste dire à quelqu'un tu n'as pas une bonne capacité à collaborer, parce que là, vous n'étayez pas votre argument. Vous lancez une phrase toute faite. Et vous voyez que vous avez toute une série d'exemples comportementaux. Donc, voyez l'intérêt que ça peut avoir dans un entretien d'évaluation dans lequel vous vous appuyez sur ces exemples pour voir si la personne, elle a ou pas la capacité à collaborer. Alors, vous voyez que pour la capacité à collaborer, ils n'ont pas fait des niveaux. Ils n'ont pas mis des niveaux. Ils ont simplement mis une définition avec des exemples. Alors, on va descendre encore un peu dans le document et on va voir qu'il y a comme ça 34 compétences comportementales qui sont citées. Vous voyez, il y a la capacité à rendre compte, la capacité à gérer le risque. C'est quand même des compétences qui sont des savoir-être, mais vraiment des choses très professionnelles. Vous voyez, capacité de synthèse, capacité d'organisation, etc., etc. Alors, on va avancer sur les compétences comportementales et on va aller directement après sur les compétences dites transverses. Et là, vous aurez des exemples avec des niveaux. Alors, on va encore descendre dans le document. Jacqueline, vous pouvez encore y aller. Voilà, capacité transversale. Alors voilà, travailler en mode projet. Ben, vous voyez, là, ça revient à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ou capacité à gérer un budget. Vous voyez, capacité à gérer un budget, vous avez une définition très simple et vous avez 3 niveaux, base, maîtrise, expertise. Eux, ils ont 3 niveaux seulement, ils n'en ont pas 4. Et là, vous avez chaque fois une définition précise du niveau. Donc, imaginez que vous, dans les entreprises forestières, vous ayez identifié une quinzaine de compétences clés sur les métiers du bois. À partir du moment où vous avez vos 3 ou 4 niveaux, vous avez votre base qui va vous permettre ensuite de suivre les collaborateurs, de les évaluer et même de pouvoir faire des plans de formation très adaptés parce qu'ils colleront vraiment aux compétences réelles, réellement requises par l'entreprise. Donc, vous voyez qu'eux, ils ont travaillé sur 11 compétences transversales. On peut les passer vite en revue, mode projet, environnement, animer une communauté virtuelle. Bon, là, ça ne serait pas trop dans les entreprises. Traiter l'information via les outils digitaux. Donc, ça peut concerner tout ce qui concerne les métiers support. On a pratiqué une langue étrangère. Bon, là encore, ça peut être connaître et savoir utiliser les outils bureautiques, Excel, PowerPoint, etc. Bon, là, évidemment, on est dans une entreprise de service, dans une entreprise bancaire, donc on ne retrouve pas les compétences liées à l'industrie forestière, mais on peut tout à fait appliquer ce type de méthode pour des compétences qui seraient des compétences techniques. Et d'ailleurs, comme les compétences techniques sont souvent liées à des observables très précis, c'est même souvent plus facile à réaliser que des compétences relationnelles qui sont un peu plus difficiles à distinguer par niveau. Quand on a des compétences techniques, c'est plus facile de dire on sait maîtriser ou on ne sait pas maîtriser. Donc, on a là un exemple d'un très bon référentiel de compétences, bon, certes d'un secteur d'activité différent du vôtre, mais qui peut vous inspirer au niveau de l'élaboration d'un référentiel qui, je le rappelle, pourrait être élaboré au niveau d'une entreprise ou élaboré au niveau d'une filière professionnelle. C'est tout à fait possible aussi. Alors, j'ai beaucoup parlé, peut-être qu'il y a des questions, des remarques ou des réactions par rapport à ce référentiel. Bien évidemment, Jacqueline, on pourra l'adresser avec le reste, avec le support, bien sûr. Hein. C'est un document accessible sur Internet, il est pas du tout confidentiel, hein, donc autant que vous l'ayez aussi, comme ça, il peut vous inspirer si vous travaillez ultérieurement sur un référentiel de compétences. Existe-t-il des référentiels type? Non, malheureusement. Là, je serai affirmatif, non, parce que vous verrez, vous prenez 20 entreprises différentes, vous aurez 20 approches du référentiel qui vont être différentes. Il n'existe pas vraiment un référentiel type. Retenez simplement que les référentiels
porte toujours sur un nombre limité de compétences, 20, 30, 40, mais il n'y a jamais 300 compétences. Il y en a toujours un nombre limité qui sont les compétences principales. Et toujours, on va retrouver la définition de la compétence et, si possible, les niveaux possibles de maîtrise de cette compétence. Ça, c'est vraiment les basiques qu'on va retrouver. Et d'ailleurs, pour illustrer ce propos, on va peut-être fermer ce document, Jacqueline, et on va passer sur l'autre document. Alors, l'autre, c'est un référentiel de compétences d'une ONG. C'est l'UNESCO en l'occurrence. Alors oui, c'est un tout autre secteur et vous allez voir que le référentiel de compétences, il n'a pas grand-chose à voir avec celui de la BNP. Il est beaucoup plus, on va le dérouler un peu rapidement. Vous allez voir que d'abord, il est très centré sur des valeurs, beaucoup plus que sur des compétences pratiques. Et voilà, d'ailleurs, ils disent valeurs fondamentales. Alors, valeurs fondamentales, on va descendre un petit peu dans le document et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, les valeurs fondamentales. Vous voyez, engagement vers l'organisation. Alors après, il y a des pratiques qu'il faut respecter pour être dans cette valeur-là. Donc vous voyez qu'on est à la limite du référentiel de valeurs et du référentiel de compétences. Là où c'est plus intéressant, c'est qu'on va sur la fin du document, vous allez avoir les compétences managériales. Alors là, on a des compétences, voilà, là on a des compétences fondamentales, communiquer efficacement, et vous voyez, on a toute une série d'éléments qui viennent illustrer la compétence communication. Et ils ont fait ça sur un certain nombre de compétences. Et ils l'ont fait également pour les compétences managériales. On va aller sur la dernière partie du document. Alors, je crois que c'est sur le dernier chapitre où vous avez voilà, les compétences managériales. Et là, ils ont fait un travail intéressant pour lister les compétences managériales. Vous voyez, piloter, gérer le changement. Il y a toute une série d'illustrations. Après, on va voir la suivante. Par exemple, on a développé une réflexion stratégique. Donc ça va plutôt être pour les directions générales, directions, etc. On va encore avancer. Prendre des décisions judicieuses. Quatrièmement, créer des partenariats, etc., etc. Donc, vous voyez que là, c'est un référentiel de compétences très différent du premier qu'on a vu. Et donc, vous voyez qu'il est très, très difficile de parler d'un référentiel type. Bon, maintenant, vous tapez sur Internet référentiel de compétences, vous en trouverez, hein, vous en trouverez certains qui sont tombés dans le domaine public, mais vous aurez du mal à distinguer vraiment une trame type. C'est vraiment là une approche d'entreprise qui est chaque fois assez spécifique. Mais retenez qu'il faut définir les compétences et si vous mettez des niveaux, il faut définir les niveaux. Voilà, c'est vraiment les basiques et surtout ne traiter qu'un nombre limité de compétences. Ne pas partir sur toutes les compétences qui sont dans les fiches métiers. Il faut aller sur les 30 compétences qui sont essentielles pour une entreprise du bois. Voyez. Alors, on va vous faire passer ces documents, évidemment, comme ça vous aurez le temps de les lire à tête reposée. Alors, on va passer à la planche suivante. Alors, une fois que vous avez un référentiel de compétences, à quoi va-t-il vous servir? Tout d'abord, il va vous servir dans vos analyses de GPEC. Ça peut vous aider à analyser l'évolution des compétences, à identifier donc les compétences qui sont clés ou qui sont rares. Ça peut vous aider dans le recrutement pour définir les profils de recrutement. Jacqueline, vous preniez tout à l'heure l'exemple du test que vous faites passer à une personne que vous recrutez. C'est un exemple d'une compétence qui peut être dans le référentiel et qui peut faire l'objet d'une approche dans le recrutement. Ça va vous servir évidemment dans les entretiens d'évaluation. Ça va vous donner des compétences définies de manière objective. Ça va vous permettre de mieux préparer les actions de formation, de cibler les bons publics, d'évaluer les formations de manière précise. Parce qu'évidemment, si vous avez les compétences qui sont derrière chaque action de formation, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour définir un cahier des charges de formation, choisir le bon prestataire, faire des bonnes évaluations. Voilà, ça va vous servir à tous les niveaux. Et puis évidemment, dans la gestion de carrière, le référentiel de compétences, ça peut vous aider parce que ça peut vous aider à accompagner une mobilité, par exemple, entre un emploi A et un emploi B, dans le parcours qui va de A à B. Est-ce que le collaborateur il a les compétences pour
aller sur un nouvel emploi, un nouveau métier. Et le référentiel de compétences peut vous aider à arbitrer des décisions et dire, bah, dans ce cas-là, ça sera difficile, mais dans ce cas-là, peut-être que tel collaborateur peut arriver à entrer dans un nouveau métier parce que au niveau de l'analyse des compétences, on est plutôt optimiste. Voilà, donc le référentiel de compétences peut avoir une multitude de modes d'utilisation qui vont tourner toujours autour de la GPEC et de la gestion dynamique des ressources humaines. Alors, on va passer à la planche suivante. Alors, comme je vous l'avais dit, dès lors qu'on est dans le référentiel de compétences, on peut être dans quelque chose d'assez complexe, d'assez touffu, dans lequel il y a beaucoup de données. On a parlé d'évaluation, on a parlé de formation, on a parlé de référentiel, on a parlé de GPEC. Et très souvent, à partir du moment où on a un volume de personnel important, bah, certaines tâches peuvent être automatisées. Alors, tous les grands SIRH qui existent, Oracle, SAP, Agir, Sage, Workday, etc., ont en général des fonctionnalités qui vous permettent de gérer les compétences. Donc, ils ont en quelque sorte un référentiel interne. Alors, attention, le référentiel interne, il faut le compléter. Il ne va pas vous donner, comme par magie, les compétences de votre secteur. Vous allez devoir rentrer dans des rubriques et compléter. Mais une fois que vous avez complété les rubriques, vous avez vraiment une possibilité de traitement, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en relation un agent, enfin un collaborateur avec une compétence. Et ça va être enregistré, ça va être suivi dans les actions de formation. Alors ça, c'est soit la solution d'avoir un gros système de formation, d'information RH comme ceux qui sont mentionnés à gauche, mais vous pouvez aussi avoir des solutions expertes qui sont des solutions uniquement tournées vers la gestion des talents et que vous pouvez plugger sur votre outil de gestion RH principal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un outil qui fait la gestion de la paye, les contrats de travail, l'administration du personnel. Et là, vous allez simplement rajouter un module gestion des compétences. Et là, il en existe plein sur le marché. Je vous en ai cité plusieurs. Talentsoft est le meilleur aujourd'hui, c'est le meilleur outil. C'est un outil qui vous permet de faire plein de choses avec les compétences. Ça vous permet de les inventorier, de faire le lien avec les collaborateurs, de les rentrer dans le process d'évaluation, de les suivre dans les actions de formation. Bref, c'est une application, enfin, ce n'est pas une application, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui est très complet sur le management des compétences. Les autres le sont aussi, hein, ils sont intéressants. Je précise que ce sont tous des logiciels qui sont disponibles dans le cloud. Donc, ça veut dire que ce sont des logiciels que vous n'avez pas besoin de vous procurer via des licences. Mais attention, ils sont payants. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le cloud que ce sont des logiciels gratuits. Mais en tout cas, ce sont des investissements financiers moins élevés que si vous devez acheter tout un système de paye, par exemple. Ce n'est pas du tout les mêmes budgets. C'est des budgets beaucoup plus légers. Pour mémoire, avec quelques milliers d'euros, vous pouvez tout à fait avoir le logiciel Marketing ou Empowheel qui sera sur le cloud et vous aurez pour ça un portail d'accès, enfin un abonnement et un code d'accès qui vous permettra de gérer vos compétences. Donc ce ne sont pas des investissements financiers énormes pour la partie droite du schéma, je précise. Alors on va peut-être terminer avec les synthèses de ce webinaire. Alors, on va passer à la planche suivante. Donc, en synthèse, le développement des compétences est un facteur essentiel de la performance de l'entreprise. Il y a des interactions évidemment très fines entre la GPEC et le développement des compétences, comme on l'a vu. Si vous voulez vraiment entrer dans un management des compétences, il vous faudra vous doter d'un référentiel de compétences. Donc, soit c'est un travail que vous faites au niveau d'une entreprise, de votre entreprise, soit c'est un travail qui est fait un peu comme ça a été fait dans le cadre du projet ADFAC, dans le cadre de toute une filière en métier, pour que justement ce référentiel puisse être utilisé par une pluralité d'entreprises. Le référentiel de compétences est donc un document structurant pour la réalisation du plan de formation, mais aussi pour le recrutement, la gestion des carrières, l'évaluation.
Et alors enfin, rappelons que le management des compétences, qu'on appelle parfois aussi gestion des talents, management des talents, c'est une approche participative dans laquelle vous devez bien sûr impliquer les managers. Ce n'est pas juste les RH qui travaillent dans leur coin, ça doit se faire aussi en impliquant les managers, ne serait-ce que pour élaborer le référentiel de compétences, pour évaluer les collaborateurs. Vous aurez besoin de vous appuyer sur le management des équipes. Voilà, voilà toutes les recommandations que je pouvais vous faire sur le management des compétences et la GPEC. J'ai essayé de tenir le timing. Il est 18h28, on est pas mal, Jacqueline. Peut-être s'il y a une dernière question ou deux dernières questions. Alors, le référentiel de compétences, Jacqueline, je ne vois qu'une partie de la question, en fait. Oui. Le référentiel de compétences est-il nécessaire dans une entreprise de moins de 10 employés? Car parfois, qu'il y a Oui. peu d'employés, la direction a du mal à mettre en œuvre certaines actions. Oui, non, dans une entreprise de moins de 10 salariés, donc une toute petite entreprise, le référentiel de compétences, c'est très rare qu'il y en ait un. Ou alors, il existe un référentiel pour la filière métier qu'on utilise un petit peu pour les collaborateurs. Mais quand on est sur un petit nombre de collaborateurs, on peut tout faire de manière, on va dire, un peu personnalisée, c'est-à-dire que on peut suivre chaque personne individuellement tout au long de son année professionnelle. Vous voyez, les référentiels de compétences, tout comme la GPEC, ce sont des outils qui sont plutôt utilisés dans des entreprises de plusieurs centaines de collaborateurs, où vous ne pouvez pas faire un suivi personnalisé de tout le monde. Donc, il faut que vous ayez des outils qui vous permettent de gagner du temps et puis d'avoir un traitement d'ensemble des questions. Sur une petite entreprise artisanale, mettons, je ne sais pas moi, un petit commerce, une petite supérette avec trois vendeurs, une caissière et puis un chef et un sous-chef, 6-7 personnes. Bon, la GPEC, le référentiel de compétences ne sont pas vraiment des notions qui vont être utilisées. Sur le fond, oui, ça ne change rien. Il faut former les gens, il faut que les gens soient compétents. Et donc, il faut avoir mentalement une approche GPEC et référentiel de compétences, mais on n'a pas besoin de le formaliser de la même manière. Cet webinaire est aussi adressé aux grandes entreprises, bien sûr. Et pour Dora, en fait, c'était plutôt dans, je crois que pour GFEC, donc qui est un cabinet de consultants, c'est plutôt pour savoir. Je pense qu'en tout cas, elle a participé pour savoir comment elles peuvent appuyer les entreprises aussi dans le domaine des ressources humaines. Oui. Ouais. En tout cas, quand j'avais fait les séminaires de GPEC avec les entreprises en présentiel, la plupart des entreprises faisaient toutes plus de 300 collaborateurs. Il y en avait 300, 400, 500, il y en avait même à plus de 1000. Il y en avait quelques-unes à plus de 1000 collaborateurs. Et là, on est tout à fait dans les effectifs pour une GPEC ou un référentiel de compétences. Là, il n'y a aucun souci. Ouais. En tout cas, à tout le monde aussi. Donc, si vous souhaitez que l'ATIBT soit moteur pour la mise en place d'un référentiel de compétences dans le secteur forestier ou dans les filières bois en général, même la transformation, c'est quelque chose qu'on peut peut-être prévoir donc, dans une prochaine phase du projet. Parce que ça peut être très intéressant pour vraiment avoir un élément disponible pour tout le monde pour définir ces plans de formation, pour faire des évaluations annuelles, parce que je ne suis pas sûre que dans toutes les entreprises aujourd'hui, on fait des évaluations annuelles. Et effectivement, pour faire vivre un GPEC, pour s'assurer que l'entreprise reste compétitive, tout ça, c'est très intéressant. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, est-ce que quelqu'un a encore une question ou quelque chose pour clôturer ce webinaire? Vous pouvez le dire, vous pouvez activer votre micro, même mettre votre caméra. Oui, Jacqueline. Oui. Oui, bon, peut-être, je dirais que j'ai appris, mais peut-être souhaiter qu'à l'avenir, il y ait aussi que Thierry ou un autre formateur arrive aussi nous enseigner sur certaines notions relatives au cabinet, par exemple, qui font dans la prestation de services avec les compagnies forestières, voir un peu comment est-ce que
les choses s'agencent entre les cabinets et les compagnies forestières. Je ne sais pas. Essayer de penser aussi à une formation dans ce sens parce qu'il faut dire que parfois, nous qui faisons dans le consulting, par exemple en matière de foresterie, il arrive parfois qu'on soit un peu perdu, qu'on ne sache pas concrètement comment faire telle chose ou comment ne pas faire telle chose, comment s'y prendre avec une entreprise, bon, comment s'y prendre avec un client ou quoi faire, quoi ne pas faire en fait. Si dans l'avenir, vous pouviez aussi penser aux prestataires aux cabinets de consulting qui font dans la foresterie. Je ne sais pas, trouver une thématique, je ne sais pas trop. Juste une suggestion. Oui, voilà. On a pas mal ça va nous faire du bien parce que beaucoup ignorent beaucoup de choses dans ce domaine. Donc, apprendre des personnes qui ont une vision large, qui ont de l'expérience, ce serait une bonne chose. Ce serait des acquis à long terme pour nous. Essayer de voir un peu cette possibilité. Voilà. Ok, merci Dora, c'est bien noté. Il y a deux aspects en fait pour vous. Il y a les interventions dans le cabinet pour les formations, les formations continues, et cet aspect d'appui aux entreprises pour la mise en place de leur GPEC, effectivement. Oui. Ok, merci, c'est bien noté. Ok, merci. Angélique avait une observation ou une question aussi. Bonsoir. Non, pour moi, jusque-là, c'était assez clair. C'était assez intéressant de voir justement ces documents types, notamment pour tout ce qui était les fiches métiers, les fiches emploi. Ça permet une meilleure organisation dans le recrutement et une meilleure sélection surtout, de savoir exactement ce que l'on veut. Et concernant le référentiel des compétences, ça l'est encore plus parce que ça permet justement de bien déterminer chaque agent dans ses qualités et ses compétences. Et puis, pardon, la question qui, moi, m'intéressait et auquel vous avez répondu, c'était concernant les personnes, justement, qui n'ont pas nécessairement de diplôme ou etc., ou qui en ont, mais qui ne sont pas qualifiées, par rapport aux personnes qui ont plus d'expérience, vraiment de l'expérience opérationnelle, mais qui ont appris sur le tas et qui n'ont pas nécessairement la base documentaire qui va derrière. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à ce genre de profil. Et pour arriver justement à les faire rentrer pour les évaluer, ça paraissait un petit peu plus compliqué. Mais avec des outils comme ça où on met exactement les compétences et les gens où il faut, ça permet plus de se baser uniquement sur leurs capacités que sur une base documentaire. Tout à fait. Jacques ou Jonathan, est-ce que vous avez encore quelque chose que vous voudriez partager ou dire? Et bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, bien. Ouais, désolé, je suis dans un lieu public, donc c'est pour ça que j'avais coupé tout ça. Non, moi c'est assez clair, mais effectivement, ce que dit Angélique, ça c'est important parce que surtout dans les entreprises forestières, finalement, je n'ai pas de proportion en tête, mais on a peut-être trois quarts des salariés qui ont un niveau scolaire vraiment limité, quoi, très, très, très bas. Et moi, je me souviens de l'entreprise que tu connais, un CBG au Gabon, Jacqueline. Surtout quand on est engagé dans des principes dans de la certification, on est arrivé au point de faire des tests d'écriture, parce que chaque abatteur doit être capable de rédiger un rapport d'abattage. Et on faisait un test comme ça, pour l'embauche, quand on pouvait finalement embaucher des gens qui ne savaient pas forcément abattre, mais qui savaient au moins écrire, quoi. Et du coup, l'idée des petits tests, le test de la basket, tout ça, c'est peut-être des choses qu'il faudrait
comment dire, ce cas-là pour un poste de secrétaire, c'est super intéressant, mais peut-être qu'il y a des petits tests comme ça, c'est pertinent pour d'autres postes qui seraient On peut intéressants le faire pour toute de poste. déployer. Voilà. Et moi, ça m'amuse même. En fait, je trouve ça super de m'asseoir et de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour chaque poste pour tester si jamais on se retrouve, je ne sais pas si vous allez au forum de la TIBT à Anvers, par exemple, en octobre, hein, ou octobre, je Non, crois. moi, j'y serais pas, j'étais au CIB, là, à Nantes. Ah oui, ok, ok. Mais, Parce que ça me fait très plaisir qu'on s'assoie un soir et qu'on pour plusieurs postes, en fait, qu'on commence un peu ce travail de référentiel. C'est parce que sympa. et c'est surtout enfin, de réussir finalement à trouver des tests très simples à mettre en œuvre, Ouais. mais pertinents pour évaluer la compétence sur, ouais, enfin, comme enfin, les tests d'écriture pour un abatteur, c'est pas ce qui nous vient en premier à l'esprit, quoi. Tout à Ouais, fait, ouais. bien sûr. Et dans les entreprises certifiées, il y a comme ça des choses qui est important d'évaluer à l'embauche pour être sûr de garder une personne dans l'entreprise et de pouvoir la faire évoluer dans le temps. Oui, oui. Mais je vais même, par exemple, pour un chef de chantier ou quelqu'un, en fait, sur le chantier, de savoir lire une carte, en fait. On lui donne une C'est carte ça? d'exploitation dans la main Mhm. et il doit se repérer, en fait, où il est par rapport à cette carte. En fait, ce genre de choses, ou se dire dans quelle direction il faut marcher. Euh, enfin, c'est... Ils Ouais, arrivent bien en fait. De façon ouais. générale, sans carte en forêt, on va se perdre, Non, mais avec carte. Ouais, ouais. pas les gens. Mais lecture de carte, c'est un des points. Ouais, oui, il y a la moitié des gens en forêt qui ne savent pas, qui ne savent pas lire de carte et Ouais. enfin, qui ont même en leur expliquant, ils acquièrent pas cette compétence. Ouais. Je sais pas, c'est assez particulier. Ils vont réussir à naviguer en forêt sans carte, mais certaines personnes, c'est juste impossible. Oui, On oui. peut leur expliquer 15 000 fois, d'autres, hop, c'est pris tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a comme ça on pourrait presque faire le lien entre les fiches métiers et les compétences pertinentes Tout à à fait. évaluer pour une entreprise Ouais. forestière sur des utilisations du GPS, des trucs tout Ouais. simples faire un track. Voilà, CFT, tout le monde dit je sais faire enregistrer un track dans un GPS. En Mhm. faisant le test, finalement, c'est très très faible. Oui. Mais c'est Donc, bien parce qu'en fait, faire ce genre de test, ça permet vraiment donc de voir exactement les compétences qu'il faut renforcer. On ne reste plus dans le flou. hmm, Et ça permet d'obtenir, de définir ou d'exprimer ses besoins pour des besoins très, très précis. Et comme ça, un formateur, lorsqu'il arrive chez vous, il sait exactement ce qu'il doit faire et il ne va pas perdre du temps. Donc, c'est ça. Ouais. ça réduit aussi le coût de la formation parce qu'on sait exactement les compétences qu'il faut renforcer et on ne va pas tourner autour du pot pour... Ouais, ça, oui, on peut, dans certains cas, retirer toute la partie générale qui prend du temps exact. et qui n'apporte pas si c'est déjà acquis. Oui. Tout à fait. Et pour d'autres choses, par exemple, on a eu... donc, il y a un centre de formation ici qui est déjà assez avancé, qui a fait des formations pour les scieries et pour l'atelier mécanique. On a eu beaucoup de mécaniciens sur les chantiers. Ils sont formés sur le tas. Et en fait, Hmm, lorsqu'on est formé sur le tas, on fait copier-coller. Donc, quelqu'un montre comment faire et l'autre va faire comme ça. Mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Et donc, Mhm. par exemple, le centre de formation, ils ont expliqué aux mécaniciens ce que c'était la différence entre lubrifier et graisser. Et ça a été une révolution, en fait, dans la tête des mécaniciens. Mhm. Juste cette explication. Et donc, parfois, il ne faut pas grand-chose pour que les personnes vont mieux faire le travail. Ils ne vont plus se tromper dans le produit qu'ils vont utiliser parce qu'ils ont compris pourquoi. Ce centre, c'est au Gabon? Lui, il est pas gentil. D'accord. Ok. Et je travaille maintenant avec une autre, Anne Kok. Je pense qu'il va faire le même genre de choses. Ouais. Ils sont de Ok. très bons mécaniciens. Ouais. Mais oui, ça fait partie des postes. Ouais, enfin, problématique entre guillemets dans les sociétés forestières où souvent il y a des lacunes, enfin, surtout sur le volet hydraulique, électricité, quoi, par exemple.
la grosse mécanique on va dire, de base, c'était plus ou moins maîtrisé. Les côtés électrique et électricité et hydraulique, c'est moins évident. Oui, c'était pareil. On avait une formation sur la lecture d'un panneau électrique et la détection de panne. Ça aussi, c'était vraiment, ça a été très apprécié. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Bref, Ok. merci beaucoup, Jonathan. Et, merci à vous et désolé pour les retards de connexion. C'est l'horaire qui colle pas bien avec mon programme du jeudi. Ouais. Désolé. Et Jacques, est-ce que vous vouliez encore dire quelque chose aussi? Jacques, le micro est éteint? Ou Ah, ça va. OK. OK. En tout cas, merci à vous tous. Je vais vous donc envoyer la présentation d'aujourd'hui et les documents. Et nous allons mettre ça sur le site de la TBT aussi et bientôt sur celui de RIFIAC avec des liens vers les enregistrements. Donc, si vous avez un collègue ou qui que ce soit que vous conseillez de suivre cet webinaire aussi, ils peuvent donc aller sur le lien et avoir la présentation complète avec donc les explications de Thierry et non seulement la présentation toute sec. Merci à vous tous pour l'importance que vous avez portée à cet webinaire. Et merci beaucoup à Thierry. Merci pour Jacqueline, et merci à tous. toute la connaissance que vous avez c'est transmise. toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.